Oui, merci d'être là pour cette journée de restitution du projet des archivés, un projet qu'on a mené pendant un an avec le planning 23. Et merci d'être là plus précisément pour ce moment de discussion, cette table ronde autour de l'archive, où on a le plaisir d'accueillir Ludivine Bantini, Flavie Fallet et Marie de Souza pour discuter de cette question qui nous a animés ici au planning pendant un an. C'est aussi du coup un projet qu'aujourd'hui on fait avec la Guinguette d'Anzem. Parce que voilà, déjà peut-être je m'appelle Antoine Vachon, je suis animateur de prévention au Planning 23 et je fais aussi partie de l'équipe de la Guinguette et c'était hyper important pour nous pour cette deuxième saison d'amener cette nouveauté des tables rondes à la Guinguette, de pouvoir venir se croiser différents regards, différentes échelles sur des sujets à l'empreinte locale. Et puis, aujourd'hui, on est là donc pour parler des archivés, très local puisque c'est un projet qu'on a mené avec le Planning 23. C'est un projet qui est né de la nécessité qu'on a ressentie finalement d'écrire notre histoire. Dans un moment où, à l'approche des 70 ans du planning, en fait, on se rend compte que rien n'est acquis et que nos droits sont constamment remis en question et que l'existence même du planning finalement l'est aussi. Donc c'était hyper important, notamment aujourd'hui, d'organiser ce moment de discussion pour discuter de la place de l'histoire des luttes et de l'archive féministe, et voilà, de porter finalement un regard plus global sur cette question-là. J'avais envie de commencer par vous citer un bout de l'introduction du dernier livre de Ludivine, qui s'intitule Nous ne sommes rien, soyons toutes, histoire de femmes en lutte et de lutte féministe, de la Révolution française à nos jours, et qui, selon moi, résume assez bien finalement ce pourquoi on est tous réunis aujourd'hui. Donc je commence. Donc en parlant de femmes en lutte, tu écris Ludivine, elles avancent en tout cas, leur corps alors n'est pas une matrice ou un support, il est partie prenante de leur mouvement, et c'est dans tous ces sens qu'il faut l'entendre. Rendre compte de leur lutte nécessite une approche incarnée, ce que ce livre voudrait tenter. De figure en figure, ils forment un cortège depuis la Révolution française où chaque femme connaît la précédente et en est contemporaine, comme une marche justement qui mène à nous. À la manière des maillons d'une chaîne, une solidarité se dessine parmi elles et par-delà le temps. Le tout n'a pas de linéarité pour autant, il n'existe pas un grand trait qui les unirait, pour conduire à un but. Il y a des chaos sur leur route, des ignorances dans leur histoire, des béances dans sa transmission, des accros dans la trame qu'elles ourdissent, comme des trous dans la toile qu'elles tissent. Les féministes, même quand elles veulent faire table rase, sont souvent très soucieuses de réhabiter le passé, parce qu'il aide à lutter, parce qu'il fait se sentir appartenir à une longue chaîne, non de celle qui attache et capture, mais des liens qui libèrent. Donc voilà, c'est une citation qui nous a beaucoup marqué avec Marie, avec qui on a mené ce projet au planning, parce qu'en fait, elle résume très bien ce pourquoi on a fait ce projet, cette idée de s'inscrire dans une filiation. Et du coup, maintenant, je vais enfin vous passer la parole et je vais vous proposer de vous présenter, Marie, Flavie et Ludivine. Peut-être revenir d'abord sur vos parcours, vos recherches. Et je vous pose une première question aussi, c'est en quoi finalement la question de l'archive, elle fait écho à votre travail et même qu'est-ce que c'est pour vous l'archive? Bonjour à tous, je suis ravie, vraiment très enthousiaste et très émue aussi d'être ici. Je suis épatée et impressionnée par, ce que vous faites ici à la Guinguette et donc un grand merci aussi, à vous spécialement Marie et Antoine parce que vous avez préparé cette, discussion d'une manière très fine et extrêmement engagée, donc c'est très, très appréciable. Donc moi je m'appelle Ludivine Bantini, je suis historienne, je suis aussi, voilà, militante, en tout cas une historienne engagée, pour la justice en fait, hein, pour l'émancipation, le refus de l'exploitation et toutes les formes d'oppression, de domination. Et voilà, je travaille en général sur l'histoire, des soulèvements populaires, des mouvements sociaux, des luttes, voire des insurrections et des révolutions. Et c'est vrai que le dernier livre part des luttes radicales, des luttes de femmes radicales, au sens où elles vont à la racine des systèmes justement d'oppression. Elles ne se disent pas forcément féministes, d'autant que le mot il n'a pas toujours existé, comme vous le savez, hein, il est apparu très précisément en 1882. C'était à l'origine
un mot qui était une insulte, voilà, qui était, c'est venu d'abord dans un certain vocabulaire médical réactionnaire. Je précise que tous les personnels médicaux et les médecins en particulier ne sont pas réactionnaires et il y a Jean-Noël quelque part d'ailleurs qui doit être l'incarnation du contraire. Mais en l'occurrence, le terme de féministe, il était associé, enfin dans une perspective d'ailleurs homophobe, même si ça se disait pas non plus comme tel, en tout cas très hétéronormé. Les féministes, aux yeux de ces médecins, ça désignait des hommes qui supposément n'auraient pas été assez virils selon les codes hétéronormés de l'époque. Et ça a été aussi beaucoup utilisé par l'écrivain très connu Alexandre Dumas fils, qui avait écrit La Dame aux camélias. Et voilà, pour lui, les féministes, c'était justement tous ces gens qui correspondaient pas à la norme et qui étaient méprisables à ses yeux. Et donc, ce qui s'est passé avec notamment Hubertine Auclair, une des grandes féministes de cette époque, c'est qu'elle a fait une anti-parastase. Alors, on va pas employer ce mot tous les 4 matins au petit déjeuner, mais une anti-parastase, c'est quand on s'empare d'une insulte et on la retourne pour s'approprier justement avec fierté, avec dignité, quelque chose qui était de l'ordre du dénigrement, de la disqualification, de l'injure. Et ça, c'est vrai que ça parcourt un peu toute cette histoire. Et donc moi, ce qui m'a intéressée, c'est précisément comme tu l'as rappelé, Antoine, en fait, ces luttes qui, quand bien même elles ne se diraient pas nécessairement féministes, y compris elles peuvent l'être avant le mot, c'est-à-dire bon, bah, le féminisme, c'est une volonté émancipatrice de justice et d'égalité, d'équité en tout cas pour les droits en général, et donc une parfaite égalité de droits entre les femmes et les hommes. Et bien sûr, sur ces luttes, ce sont adjointes des perspectives aujourd'hui queer, LGBT de manière générale, pour une véritable émancipation et une véritable égalité en termes de droits, notamment sexuels. Bon. Et ce qui m'a frappée justement, c'est que on ne peut pas être féministe sans lutter aussi contre d'autres formes d'exploitation, contre d'autres formes d'injustice. Donc dans cet ouvrage, j'analyse vraiment la façon dont ces combats, ces stratégies, ces interrogations, ces espoirs, et puis toute cette énergie, parce qu'elles sont puissantes. Alors je dis pas puissantes au sens de femme puissante. Léa Salamé, vous voyez, elle a écrit un livre, Femme puissante. J'aime pas du tout cette acception-là de l'expression, parce qu'en fait, c'est comme si il y avait une sorte d'assignation à être ceci ou cela, et puis c'est forcément les grandes femmes, comme on dit les grands hommes, etc. Enfin, toujours mettre en avant des figures qui seraient singulières et qui seraient comme des modèles complètement fétichisés. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt des luttes collectives, et donc des figures qu'on ne connaît pas forcément, mais qui s'inscrivent justement dans des perspectives qui finissent par se rendre compte que si on veut l'égalité entre les femmes et les hommes notamment, eh bien, il faut une égalité beaucoup plus générale. Et ça, voilà, dès la Révolution française, il y a beaucoup de femmes. On parle souvent d'Olympe de Gouges, mais c'est pas forcément le modèle à mettre en avant. Et en plus, la notion de modèle, comme je viens de le dire rapidement, elle est très contestable. Enfin, elle peut vraiment s'interroger. Donc, c'est vrai que c'est un problème d'ailleurs qu'on associe en général féminisme et Révolution française à Olympe de Gouges. Alors bien sûr, elle a mené des combats importants, notamment aussi anti-esclavagistes, mais Olympe de Gouges, elle ne se souciait pas vraiment de justice sociale. La question de l'égalité, la question de la démocratie, la question des combats en fait vraiment matériels, pour des conditions matérielles d'existence qui rendent possible une égalité véritable, c'était pas du tout son problème. Elle a été d'ailleurs monarchiste pendant très longtemps. Donc en fait, avec ce type d'exemple, on peut voir que cette transmission, elle est vraiment fondamentale, en fait. Après, on va pouvoir en discuter tous les 4, hein, et puis avec vous. Sur la question de l'archive, donc j'y viens en quelques mots. Bien sûr, et là, moi, je suis très admirative aussi de ce que vous avez fait, le travail que vous avez réalisé, parce que comme on se le disait aussi en discutant pour préparer ce débat, c'est vrai que ces luttes du passé, elles nous nourrissent pour le présent, elles nous aident, comme tu le disais Marie, mais tu vas peut-être y revenir, à ne pas forcément répéter ce qui a déjà été fait ou faire comme si on partait de zéro. Mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas non plus de nécessité pour les différentes générations actuelles à forcément connaître cette histoire. Parce que c'est pas grave si on ne la connaît pas. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation à reprendre un flambeau. Et donc, tant pis s'il y a des choses qui ont déjà été faites et qui sont remises sur le métier. Moi, ça me paraît pas très grave. Mais en revanche, faire cette histoire, c'est puiser
de la force. C'est puiser du courage, de l'audace, de l'insolence, de l'énergie, de la provocation, de la bravoure, et avec des hauts et des bas. C'est pour ça que j'aime pas non plus trop la notion de femme puissante, parce que c'est comme si voilà, elles étaient toujours incroyablement fortes, alors qu'il y a justement aussi plein de moments où c'est extrêmement difficile, où il y a des conditions d'hostilité très vives. Et c'est tout ça que l'archive permet de saisir. Donc là non plus, il n'y a pas une fétichisation de l'archive, mais ce qui est très fort, c'est de voir des conditions matérielles. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus, en matérialiste tout simplement, enfin, les conditions matérielles des luttes et des idées aussi, parce que les idées, bien sûr, elles flottent pas comme ça dans l'air uniquement, pas produites par des théoriciennes ou théoriciens, mais elles sont produites par et dans les luttes. C'est ça qui est vraiment fascinant. Je vais vous citer un autre exemple et après je m'arrête là pour cette introduction pour ma part. Mais vous voyez, par exemple, quand on pense, alors je l'ai dit, Révolution française et féminisme, on pense à Olympe de Gouges, et éventuellement on peut penser aussi à Nicolas de Condorcet, parce que c'était vraiment le seul philosophe des Lumières et de la Révolution française qui était féministe avant la lettre, avant que le mot existe. Il réclamait par exemple une véritable égalité des droits sur le plan civique, mais d'autres choses aussi, hein, sur le plan civil, sur la question du mariage. Et d'ailleurs, il y a eu des avancées importantes pendant la Révolution française. Hein. Les femmes sont sorties en quelque sorte du statut de minorité civique et juridique, mais il était un des rares à porter cette parole-là comme philosophe. Et d'ailleurs, une des premières grandes manifestations féministes en France, le 5 juillet 1914, conduite notamment par des féministes comme Sévry, notamment comme Madeleine Pelletier ou Hubertine Auclair, elles se sont rendues où? Elles se sont rendues à la statue de Condorcet. Elles sont allées rendre hommage à Condorcet. C'est presque un paradoxe parce que c'est vraiment une des très rares marches féministes avant la guerre, et elles vont rendre hommage à un homme. Mais pourquoi je vous parle de Condorcet? Parce qu'en fait, ce qu'on ignore en général, c'est que Condorcet avait la chance extraordinaire d'être mariée à Sophie de Grouchy, Sophie de Grouchy de Condorcet, qui, toute aristocrate qu'elle était une véritable militante de la démocratie émancipatrice et égalitaire. Elle était féministe, elle aussi, mais bien plus fortement finalement que Condorcet lui-même, parce que elle voulait vraiment s'intéresser, et je terminerai par là, et ça rejoint la question de l'archive dans sa matérialité, parce qu'elle voulait comprendre comment, à quel prix, à quelles conditions on pouvait véritablement réaliser l'égalité des droits. Et elle disait, en fait, si on n'a pas une égalité de fortune, alors on pourra toujours proclamer des droits un peu abstraits, comme le droit de vote. Elle était favorable au droit de vote des femmes. Mais elle disait que voilà, si on ne permet pas la réalisation dans les existences quotidiennes par une égalité sociale et économique véritable de ces droits, alors il ne reste qu'abstrait. Et ça, en fait, aller chercher ce genre de lutte dans les archives, ça permet à la fois de déboulonner certaines statues. Moi, je me dis que ces féministes de 1914, si elles avaient connu l'existence de Sophie de Grouchy, peut-être que c'est à elles qu'elles auraient rendu fémage plutôt qu'à son mari. Voilà, ça c'est un premier exemple, quoi. Je suis doctorante en fin de thèse, normalement, en histoire culturelle. Et je suis spécialiste des jeux vidéo. Donc vous allez vous dire certainement que ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui. Et en fait, vous allez voir que absolument tout a à voir avec ça, puisque je suis spécialiste des questions de sexualité en rapport avec le jeu vidéo. Donc ça concerne tout aussi bien les contenus et tout ce que vous pouvez par exemple entendre, même si vous n'êtes pas joueur ou joueuse, dans les médias, voir des images sur Internet, donc l'hypersexualisation des femmes, etc. Ça c'est un petit peu la marotte qu'on entend aussi. Mais dans les contenus, il y a aussi beaucoup d'autres choses, et notamment en ce moment, on assiste à une espèce de grande période de maturité du jeu vidéo, où on peut commencer à avoir des schémas, des histoires d'amour, ou non d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, des choses qui ont rapport avec la sexualité et qui questionnent le rapport, alors notamment des enfants, on aura l'occasion d'en reparler, mais aussi des adultes à leur loisir. Donc il y a tout ça, les questions donc, de contenu et de représentation, mais aussi les discours qu'on peut avoir autour du jeu vidéo, et qui en fait, dans certains milieux, on pourra y revenir aussi, réactionnaires, qui sert en fait de support pour dénoncer autre chose, ou pour véhiculer certains discours absolument néfastes, et notamment en ce moment.
Et je m'intéresse aussi aux conditions matérielles, aux conditions de travail des personnes qui font du jeu vidéo. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire de faire du contenu sexuel, par exemple, quand on est au travail, en fait, parce qu'on produit du contenu dans un jeu. Et je m'intéresse du coup aussi aux violences sexistes et sexuelles au travail pour les personnes qui produisent ces contenus-là. Donc là, en termes d'archives, il y a encore plein de choses à dire. Et justement, sur la question de l'archive, comme je travaille en histoire, l'archive, pour moi, c'est un peu quelque chose qu'on doit aller chercher aussi, et notamment dans le jeu vidéo, parce que pareil, on a les grands modèles, les grands exemples, les grands jeux qui ont marché, les premiers jeux. Le premier, c'est quelque chose de toujours assez important. Et moi, mon travail, c'est d'aller chercher les vrais premiers, on va dire, entre guillemets, d'aller chercher ce qu'on a laissé de côté, ce qui rejoint un petit peu un domaine qui s'appelle l'archéologie des médias, qui dit très bien son nom, qui vise à aller voilà, gratter un petit peu partout où on peut, sur Internet, dans des cartons, chez des particuliers, pour essayer de retrouver des traces de ces jeux perdus et qui sont perdus ou qui vont l'être, puisqu'aujourd'hui, j'y reviendrai tout à l'heure, des jeux sont en train de disparaître d'Internet à cause de groupes réactionnaires qui veulent faire disparaître toute mention de sexualité, qu'il s'agisse vraiment de contenu pornographique ou d'une simple romance LGBT par exemple. Donc voilà, il y a tout ce volet d'archives, mais plutôt numérique du coup de mon côté, même si pas seulement. Et puis à titre personnel aussi, je suis en train de me plonger dans les archives familiales, donc on pourra en parler à la fin. Mais j'ai découvert que mon arrière-grand-mère était une militante communiste, féministe, enfin, des choses qu'on m'a pas appris quand j'étais petite, j'ai compris maintenant. Donc voilà, il y a tout ça, tout ce rapport à l'archive. Et je vais m'arrêter là, je pense. Bonjour à toutes et tous. Je remercie beaucoup à mon tour Ludivine et Flavie d'être ici. Je suis Marie de Souza, je suis militante féministe depuis environ 15 ans. Je me suis engagée dans des collectifs féministes LGBTQIA+, et aussi des associations salariées ou bénévoles de lutte contre les discriminations. Je rejoins Ludivine sur le fait qu'être féministe, c'est aussi s'intéresser évidemment au système des oppressions de façon générale. Et en m'installant en Creuse, j'ai eu la chance de me retrouver salariée du planning familial que j'ai découvert par la même occasion, en tout cas en interne. Et le planning familial, en gros, peut-être pour recentrer, nous, on est une association départementale à Guéret. On fait partie d'une confédération nationale et aussi d'une fédération régionale. Alors que dans les années 50, le planning était très concentré sur la lutte pour l'avortement et l'accès à la contraception. Les actions se sont développées aujourd'hui par rapport aux enjeux actuels. Le principal, c'est permettre une vie affective, relationnelle et sexuelle épanouie à toutes et tous. Et pour ça, on a 3 grands champs d'action: la santé sexuelle, via l'IVG, la contraception notamment, la lutte contre les discriminations et les oppressions, et puis les questions de liberté, d'identité de genre et orientation sexuelle. Évidemment, le planning, en tout cas, tous les plannings, toutes les associations départementales n'ont pas la même posture. En tout cas, il y a des nuances. Nous, en Creuse, on se dit bien évidemment militants et militantes, puisque de permettre, ou en tout cas de s'engager pour les droits des femmes et des personnes minorisées, c'est politique, donc c'est militant. Et du coup, on en est arrivé via ça à la question des archives, puisque nous avons passé une soirée avec Marion, notre collègue et amie, et sa maman Martine. Et on a pu échanger en fait sur l'histoire du planning en Creuse. On pourra peut-être en discuter tout à l'heure. Et on s'est rendu compte à quel point lutter de façon militante, de façon politisée, c'est connaître son histoire. Et du coup, c'est aussi connaître l'histoire des droits sexuels et reproductifs en Creuse. Et il nous a semblé urgent et nécessaire aussi par rapport aux enjeux actuels dont vous avez déjà discuté, d'avoir les témoignages et les archives de ce pourquoi on est là, et d'assurer une continuité, effectivement une filiation, déjà pour nous et ensuite pour l'après. Ai-je tout dit? Super, je te repasse le micro. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour ce moment de présentation qui donne déjà beaucoup à réfléchir. La prochaine question, je voulais la poser d'abord à Ludivine et Flavie, et sur justement le fait que vous soyez chercheuse et que vous traitiez des sujets de femmes en féministe. Et justement, je voulais vous poser justement cette question de
de l'imbrication entre la recherche et le féminisme, comment on arrive à faire ce choix-là, et est-ce qu'il y a une démarche militante aussi derrière ça? Je sais pas qui. Alors, je peux peut-être commencer par comment j'en suis arrivée à choisir ce sujet de thèse, qui a changé entre-temps, c'est assez important. Euh, à l'origine, je ne pensais pas faire une thèse, c'était un peu par dépit parce que ma voie professionnelle initiale ne me parlait pas pendant que je faisais mon stage. Et en même temps, je devais rédiger mon mémoire de recherche. Et là, je me suis rendu compte que la recherche était géniale et que je voulais faire ça. Et ça vient juste après un moment charnière pour moi qui est celui du Covid, en fait, et qui pour beaucoup de personnes, je crois, était un moment... Alors, si on a pu traverser le Covid dans des conditions décentes. Moi, pour le coup, j'étais rentrée chez mes parents, donc ça s'est très bien passé. J'avais cette chance-là. Mais donc, pour moi, ça a pu servir de moment de réflexion, et notamment en termes de lecture et de visionnage de tout plein de vidéos. Enfin voilà, un moment de développement personnel. C'est pas le bon terme, mais on vise à quelque chose, à découvrir de soi. Voilà, on va dire ça comme ça. Et c'est à ce moment-là en fait que je me suis lancée dans plein de lectures dites féministes parce que j'étais pas hyper fan du terme à l'origine. Et dans le même temps, peut-être ça va vous surprendre, mais j'avais une grosse consommation de contenu sur TikTok. Qui en fait m'a initiée aux luttes queer, etc. Et donc tout ça en même temps, je me suis dit, bah en fait j'ai tout raté, donc il faut que je rattrape tout maintenant. Et donc il y avait une espèce d'émulation voilà, quelque chose, une ébullition, quelque chose qui se passait et qui rejoignait le moment où j'étais en train d'écrire pour la recherche. Donc j'ai dit, bon, bah, faut faire le tout en même temps. Donc j'ai intégré un petit peu de ces questions-là dans mon mémoire de recherche qui portait déjà sur le jeu vidéo, mais qui n'avait pas franchement de rapport avec les questions de genre, de sexualité, ni de lutte quelconque. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé. Après j'ai dit bon bah faut que je continue la recherche. Donc je vais faire un projet d'abord sur les questions de genre dans le jeu vidéo. Et puis au fur et à mesure que j'ai défriché ce qui existait déjà, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros vide sur les questions de sexualité au sens large. Donc j'ai recentré là-dessus. Et ça m'a posé beaucoup de questions, mais comme Ludivine vous en parlera certainement juste après, à partir du moment où on est chercheuse et qu'on travaille sur des questions de genre ou des questions d'engagement qui peuvent être très personnelles, notamment, on est toujours sous le coup du soupçon. On doit toujours lutter, contrairement... Alors, ça dépend des sujets de chacun, mais on a tous des biais, on a tous des points de vue qui façonnent notre recherche, la manière dont on peut penser. Mais quand on est féministe, c'est quelque chose qui est beaucoup plus marqué dans les yeux des gens. Et donc on doit lutter avec ça, on doit constamment se justifier aussi de ne pas être des militantes. Ça arrive assez fréquemment. Donc quand on justifie d'être militante, ça se passe pas très bien. Mais voilà, c'est des questions de remise en cause permanente, en fait. Qui nous arrive, on ne fait pas de la science, on fait du militantisme. Bon, c'est complètement absurde, évidemment. Mais voilà, c'est de la remise en question permanente. Et ça rejoint en théorie quelque chose, il me semble, qui s'appelle les épistémologies du point de vue. Si ça vous intéresse de creuser sur ces questions. Et qui ne touche pas seulement les questions de féminisme. Je pense notamment à une personne qui s'appelle Patricia Hill Collins, qui a posé ces questions dans le cadre de ce qu'on appelait le féminisme noir, par exemple, et qui se considérait justement pas incluse dans les luttes féministes en tant que femme noire. Et donc il y a toutes ces questions-là qui se posent aussi d'intersectionnalité, etc. Donc en fonction de qui on est, de comment on est identifié aussi, parce qu'il y a des parts de nos identités qui sont pas forcément visibles, mais qui sont bien là. Si on les dévoile, on peut être questionné sur notre légitimité, on est biaisé, etc. Voilà. Ce serait plutôt ça pour moi, ces questions-là. Merci Antoine. Oui, je rejoins complètement ce que tu dis, Flavie. Alors moi, j'étais militante avant de devenir chercheuse, et ça ne veut pas dire, encore une fois, y compris par rapport à ce qu'on disait sur les assignations à être comme ci, comme ça. Moi, je pense que la recherche, c'est bien qu'elle soit engagée, surtout dans un monde comme celui-là. Alors, du point de vue féministe et de manière générale LGBT, c'est d'autant plus important aujourd'hui qu'on vit dans une situation qui est assez paradoxale, parce que d'un côté, il y a une véritable révolution anthropologique qui a eu lieu en quelques décennies,
et qu'on doit justement, à mon avis, à beaucoup d'entre vous et d'entre nous, disons, mais c'est des luttes incroyables qui ont permis des droits qu'on n'aurait jamais imaginés. Et moi, là, quand je travaille sur ces figures de femmes en lutte depuis des siècles, enfin, donc depuis la fin du XVIIIe siècle, je me dis, parfois, j'aurais envie de les avoir près de moi et qu'elles regardent où on en est, et je pense qu'elles seraient extrêmement suffoquées et émerveillées de voir où on en est grâce à elles et grâce à nous tous. Et voilà. Donc, il ne faut pas l'oublier, ça, surtout dans les moments un peu de détresse ou de désespoir face à une situation qui est quand même écrasante. Et c'est ça le paradoxe, mais en même temps, il est que relatif, ce paradoxe, c'est que d'un autre côté et parallèlement, et le premier point nourrit le deuxième, c'est-à-dire qu'on a des pulsions qui sont très clairement fascisantes. Voilà, je pense que désormais, ce terme de fascisation, il est parfaitement légitime, même si on peut en discuter, si vous voulez, tout à l'heure, quand on aura vraiment un débat très collectif. Mais je crois que c'est désormais le bon terme, avec des formes d'autoritarisme, avec des formes d'écrasement justement de certaines oppositions, avec du suprémacisme raciste et avec un masculinisme qui voudrait revenir à des sociétés patriarcales extrêmement dures et inégalitaires, et donc où, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises les unes et les autres, qui mêlent justement ces formes d'oppression et de domination. Mais pour autant, je ne dis pas, voilà, la recherche doit être engagée. C'est-à-dire, moi, je ne conçois pas ma recherche autrement qu'engagée, parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire autre chose. Hein, vraiment, non, à un moment, je me suis dit, voilà, en plus, moi, j'ai pas le même âge que Marie, Flavie et Antoine. Donc, à un moment, on se dit plus, voilà. Alors, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir un poste à l'université, tout ça. Donc, c'était aussi plus facile de se dire. Mais même pour la thèse, pendant ma thèse, j'ai travaillé sur la période de la guerre d'indépendance algérienne, sur les mobilisations politiques, etc. Donc c'était déjà un engagement. Et après, je vous donne un autre exemple pour illustrer vraiment davantage encore la réponse à la question d'Antoine. J'ai soutenu ce qu'on appelle dans l'université une habilitation à diriger des recherches. Donc c'est une sorte de deuxième thèse pour, voilà, quand on est par exemple maître de conférence à l'université, pour être professeur et donc diriger des thèses tout simplement. Donc j'ai soutenu cette thèse et c'était sur, j'avais travaillé sur les engagements et la grève générale de 1968. Et dans mon jury, il y avait un professeur d'université, donc un historien assez connu, assez médiatique, donc, qui s'appelle Marc Lazare. Je pense qu'on peut le citer. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est spécialiste de l'histoire de l'Italie notamment et de l'histoire du communisme. Et je l'avais choisi justement parce que je savais qu'on aurait une vraie controverse précisément sur la question de l'épistémologie des points de vue situés dont a parlé une épistémologie située dont a parlé Flavie, c'est-à-dire réfléchir à d'où l'on parle et qu'est-ce qui détermine un peu, même s'il y a c'est détermination et liberté, ce qui fait qu'on choisit ces sujets, qu'on les traite de telle ou telle manière, etc. Et en fait, pour vous rendre compte de cet exemple très précis, dans ce mémoire, dans l'introduction, j'avais dit seulement une fois « je » au total, hein, sur un long mémoire qui est devenu un livre sur 1968. Je disais une fois « je » et c'était dans l'introduction. Et j'expliquais ma méthodologie, toutes les sources que j'avais mobilisées, et c'était des sources extrêmement multiples et beaucoup d'archives dans tout le pays, et des archives de police, des archives de préfets, des archives des pouvoirs politiques, des archives militantes, syndicales, des organisations politiques et des grèves, voilà. Et donc j'ai essayé justement de respecter la diversité des points de vue et d'essayer de comprendre l'événement 68 au travers de ce prisme très multiple. Mais j'avais dit dans l'introduction, à propos des grévistes, de celles et ceux qui ont fait cette grève générale absolument incroyable, je me sens de leur côté. Voilà. Et pour moi, ça me semblait plus honnête de le dire. Et c'était la seule fois où je disais « je », et après je refermais la boîte du jeu pour faire cette histoire. Et donc, il y a eu cette discussion dans mon jury. Ah oui, mais si tu dis ça, est-ce que ça met pas, est-ce que ça fragilise pas la discipline, etc. Et ça, je trouve que c'est d'une hypocrisie totale. Parce que ce soit le travail de Marc Lazare, qui est pas plus neutre que le mien, en tout cas, ça c'est clair et net, pas du tout. Tous ces gens qui se disent neutres, mais qui ne le sont pas du tout, ne serait-ce que dans le choix de leur sujet, dans le traitement. Moi, je vais pas pour le coup citer de nom parce que ça serait pas très charitable, mais voilà, je connais, c'était d'ailleurs mon directeur de thèse qui se croyait neutre. Il avait aussi écrit un livre sur 68.
Mais moi, j'avais l'impression de lire, en lisant son livre, les mémoires du préfet de police, Maurice Grimaud, quoi. C'était vraiment ça, son approche. Mais il pensait qu'il était neutre. Et en général, c'est vrai que ceux qui se croient neutres sont plutôt toujours du côté du manche, sont plutôt toujours du côté de la domination, et donc on se surplombe. Et d'ailleurs, à propos de féministes, je citerai volontiers la féministe matérialiste Christine Delphi, qui est aussi justement, qui a engagé aussi beaucoup les études intersectionnelles, c'est-à-dire que pour elle, le féminisme, ça peut pas ne pas être en même temps anticolonial, antiraciste notamment. Et elle disait en fait que ceux qui se croient au-dessus de la mêlée, en fait, ont intérêt à se prétendre tels, prétendent être au-dessus de la mêlée, mais en fait, c'est qu'ils y sont vraiment complètement impliqués en essayant de falsifier leur position. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux dire d'où l'on parle. Et après, c'est vrai que ça me paraît, je n'attends pas de mes collègues que tout le monde fasse voilà, de la recherche engagée sur des sujets qui peuvent nous être précieux aujourd'hui. De toute façon, et c'est pas seulement une question de proximité dans le temps, hein. On peut réfléchir à des sujets très anciens. Tout à l'heure à table, on parlait par exemple d'une égyptologie queer, hein. Il y a des égyptologues qui réfléchissent avec une approche queer, qui s'intéressent par exemple à des pyramides et des tombeaux en Égypte qui étaient peut-être, et même très certainement pour certains, des tombes de couples gays. Mais il y a là aussi, par exemple, une controverse parmi les égyptologues parce que certains ne veulent pas du tout reconnaître, malgré l'évidence en fait, qu'il puisse s'agir de couples gays. Donc, ce sont des controverses, mais en tout cas, voilà, je crois que c'est important, quoi qu'il en soit, sans assigner qui que ce soit à faire une recherche engagée, mais que voilà, c'est d'admettre aujourd'hui que non, c'est pas moins fiable et moins sérieux de reconnaître d'où l'on part et le fait que là, par exemple, moi, je travaille sur le Front populaire en ce moment et je travaille sur le Front populaire pas seulement par goût du passé et goût de l'archive. Pour reprendre une expression d'Arlette Farge, le goût de l'archive, c'est un grand livre de l'historienne Arlette Farge, mais en effet, une sensibilité particulière à l'archive, à ces surgissements du passé, à ces pépites, un peu ces trésors qui nous viennent du passé et qu'en fait, souvent, quand on fait de l'histoire, on adore. Moi, j'ai l'impression que ça remonte à l'enfance, que voilà, j'ai toujours eu cette attirance pour le passé, mais je fais cette histoire-là parce que je pense que c'est utile de mettre ça sur la table. Qu'est-ce que fait un gouvernement de gauche avec des limites bien précises, quelles sont ses marges de manœuvre, quelles sont ses possibilités, et puis quels sont les obstacles qu'il rencontre et en quoi finalement il est empêché. Et pour éviter d'ailleurs la fétichisation, là aussi, la mythologie. Il y a une sorte de mythologie autour du Front populaire. Je pense qu'on ne peut pas vivre politiquement sans lucidité. Donc il faut avoir de la lucidité, y compris par rapport à un passé qu'on a tendance un peu à mythologiser parce qu'on en a besoin. Donc, et c'est pas pour récuser non plus l'importance de ces luttes du passé. Au contraire, c'est pas la question des luttes, mais c'est la question de, voilà, à partir de là, qu'est-ce que peut un pouvoir ? Mais je crois qu'on peut le faire. Donc, je distinguerai, pour terminer, neutralité et objectivité. Je pense qu'on peut... c'est très difficile d'être neutre. Et là, je citerai volontiers l'historien états-unien Howard Zinn, qui disait, voilà, enfin, c'est celui qui a un peu lancé la perspective de l'histoire populaire. Il avait fait une grande histoire populaire des États-Unis. Et lui, il disait, moi, à un moment, je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas être neutre. Et de toute façon, ça m'arrangeait bien qu'on puisse pas l'être, parce que moi, j'avais décidé de ne pas l'être à titre personnel. Et donc, il a beaucoup lutté dans une perspective aussi antiraciste. Et donc, moi, ça me paraît impossible, la neutralité. Mais en revanche, l'objectivité au sens de l'objectivisation, l'objectivation, comme vous voulez, à partir justement du thème qui nous réunit aussi dans cette table ronde, c'est de l'archive, de la source. Parce qu'il y a, par rapport à ce que disait Flavie sur on nous suspecte, etc. Voilà. Non, mais il y a une vérifiabilité. Voilà, on cite nos sources, on les analyse, on a une perspective critique, on croise nos sources. Donc il y a une honnêteté, il y a voilà, donc un métier tout simplement qui permet une relative objectivation du travail sans prétendre à la neutralité qui serait une neutralisation. Or, le monde n'est pas neutre. Voilà. Donc, on vit dans un monde qui est très clivé, qui est très dur, qui est très politique. Donc, si on veut se mettre en retrait de ce monde, ça me paraît aujourd'hui, oui, de plus en plus compliqué, même si on a le droit aussi à des phases de repos par rapport à la violence de ce monde. Merci beaucoup pour ces réponses, Flavie et Ludivine. Et du coup, ça fait une super transition avec la question que je voulais te poser, Marie. Et justement,
tout cet apport de la recherche scientifique engagée, militante, dans ton quotidien finalement au planning en tant qu'animatrice et formatrice de prévention. Comment est-ce que tu t'en sers justement et comment finalement aussi en retour ce militantisme que tu fais au travers de ton travail, il peut aussi en retour nourrir la recherche finalement, le lien entre les deux, comment est-ce que tu le perçois dans ton quotidien au planning? D'abord, peut-être, dire que le planning, familial, est féministe, intersectionnel et d'éducation populaire. Féministe parce que, lutte pour, les droits des femmes et des personnes, minorisées. Intersectionnel, parce que prend en compte le croisement, des oppressions selon, le concept de Kimberlé Crenshaw, qui est une afroféministe, américaine. Et du coup, de fait, on est féministe, mais pas que. On est aussi, contre la grossophobie, contre le racisme, contre le classisme, etc. Et d'éducation populaire parce qu'on part du principe que on va pas expliquer aux gens comment faire et comment vivre, mais qu'on va bien partir d'elles et eux pour refaire collectif et faire de la transformation sociale, pour dire le grand mot. Et pour ça, on accompagne individuellement des personnes. On fait aussi de l'accompagnement collectif, donc des interventions au milieu scolaire, des formations des bénévoles et des professionnels, des stands et aussi des événements et des manifestations. Et du coup, comme je le disais tout à l'heure, on est évidemment militants et militantes et parce que politisés, parce que des combats politiques. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, on est de la même façon jugé le planning, parfois à notre bon endroit, mais aussi trop militants et militantes. Et il y a un gros sujet en Creuse, mais aussi au national, notamment sur le programme EVARS, donc d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, où on ne peut pas rentrer aujourd'hui dans l'éducation nationale, nous, le planning familial. Je ne vais pas citer les propos qu'on nous prête, mais bien au contraire, par notre posture d'éducation populaire et de féminisme et d'accompagnement et de prévention, parce qu'il s'agit bien de la prévention, on se trouve être au bon endroit. Petite parenthèse, et aussi deuxième petite parenthèse, sur les dangers dont on parle là, peut-être les préciser. Le planning familial au national, de toute façon, depuis toujours, vit beaucoup de freins et voire beaucoup de violences, et c'est revécu aujourd'hui aussi par rapport de façon systémique, hein, la baisse des subventions aux associations, mais aussi notamment sur les associations dites féministes, et aussi de la montée du masculinisme, et on a souvent des tracts dans nos boîtes aux lettres dont on s'en amuse, mais qui montrent aussi une réalité bien terrible. Et du coup, dans cette idée de croisement d'inspiration mutuelle entre les sciences sociales, la sociologie, l'histoire, encore une fois, et le projet des archivés le montre, c'est à notre endroit nécessaire. Comme tu le disais, Ludivine, si on ne la connaît pas, ça ne nous empêche pas, mais de vouloir la transmettre, de vouloir oui, la montrer, la partager, c'est évidemment connaître Christine Delphi, toutes celles que tu as citées, pour aussi dans un endroit d'éducation populaire politique, avoir la bonne posture, il n'y a pas de bonne posture, mais en tout cas une posture consciente et justement un point de vue situé, affirmé. Et évidemment, les luttes militantes inspirent l'histoire, la recherche, etc. Mais en tout cas, à mon endroit de militante féministe, je suis arrivée au militantisme féministe parce que j'ai compris le système structurel, systémique des oppressions, des discriminations, des rapports de domination. Et là où il est nécessaire de lutter, comme tu disais aussi, dans un souci de justice, parce que ces droits reviendraient en fait à tous et tous, comme l'histoire immanquablement nous le montre. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour cette réponse, Marie. La prochaine question, je voulais la poser à Ludivine. Tu l'as déjà un petit peu abordée, mais je voulais revenir justement sur cette notion de comment s'écrit l'histoire et comment elle s'est écrite en tout cas jusqu'alors, comment elle a beaucoup été en tout cas par un prisme dominant, qui est un prisme masculin, blanc, et du coup, à travers le dernier livre, Nous ne sommes rien, soyons toutes, revenir sur la manière dont tu l'as construit, en allant de figure en figure, dans cette création de filiation. Est-ce que du coup c'est une réponse finalement à la manière dont s'est écrite l'histoire par ce prisme majoritaire et dominant que d'employer cette forme-là dans ton ouvrage? Merci beaucoup. Alors oui, de toute façon, l'histoire des femmes, l'histoire du genre, l'histoire des féminismes et aussi une histoire justement LGBT, ça,
on peut la faire remonter aux années 70, hein, donc il y a déjà au début des années 70 donc un long héritage, et c'est sans cesse renouvelé. Alors souvent on cite Michel Perrault d'ailleurs comme une des pionnières de cette histoire des femmes, mais par rapport à ce que tu disais, Flavie, c'est intéressant de se dire, mais en fait, qui sont les véritables premières? Et à un moment, c'est très difficile parce que toute l'histoire de ces femmes en lutte, elle a été pétrie justement de l'écriture de leur propre histoire. Et donc, pour remonter, alors déjà, je vais citer une phrase de Michel Perrault que j'aime beaucoup parce qu'elle me paraît très juste sur le fait que c'est jamais fini. Voilà. Elle dit, au fond, l'histoire des femmes et des féminismes, c'est un peu comme l'astronomie. On croit toujours avoir tout découvert et puis finalement, sans cesse, on découvre de nouvelles étoiles. Et c'est très beau et c'est vrai parce qu'il y a plein de luttes, il y a plein de figures à mettre au jour, à faire surgir du trésor des archives, précisément. Et en même temps, moi, ça me gêne toujours un peu qu'on dise « Ah, la première, en tout cas en France, par exemple, en histoire des femmes, c'est Michel Perrault ». C'est très, très bizarre parce que parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres avant et qui faisaient un travail exemplaire et qui étaient d'ailleurs à chaque fois comment dire, à l'articulation de leur propre mobilisation. Donc, je vais vous citer, je ne sais pas si vous la connaissez, Edith Thomas, qui a été une militante communiste dans les années 30 et 40, puis qui a rompu avec le Parti communiste dans une perspective anti-stalinienne, mais qui a été une résistante, mais une résistance de toutes les manières hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, aussi bien une résistante de la plume, des journaux, que dans un maquis et dans un réseau de résistance. Et Edith Thomas, c'est une historienne incroyable des femmes et des féministes. Par exemple, elle a travaillé sur les femmes saint-simoniennes, c'est-à-dire des socialistes révolutionnaires dans les années 20, 30 et surtout 40, 1840. Elle a travaillé aussi sur les femmes de la commune. Voilà. Et d'ailleurs, elle disait elle-même, parce qu'elle a participé à ce qui n'était pas loin d'être une révolution populaire, hein, la libération de 1944. En tout cas, c'était un mouvement insurrectionnel qu'on néglige un peu parfois comme tel. Vous voyez, la libération, on la voit rarement comme une forme de révolution, mais il y avait des aspirations qui étaient vraiment révolutionnaires. Et elle a participé comme beaucoup de femmes. Ça aussi, c'est souvent négligé. Donc tout ça, je pense que c'est des petits éléments de ta réponse, de la réponse à ta question, Antoine. Elle était, Edith Thomas, sur les barricades d'août 1944. Et elle s'est dit ensuite, en travaillant sur les femmes de la commune, que sans doute, sans cette expérience barricadière et insurrectionnelle de 1944, elle n'aurait pas écrit de la même manière cette histoire des femmes sous la commune qui, elles aussi, sont montées sur les barricades. Donc en fait, voilà, bon, ça c'est l'exemple d'Edith Thomas dans les années 30 jusqu'aux années 60-70. Donc une figure beaucoup trop négligée, me semble-t-il, quand on fait cette histoire. Mais en réalité, voilà, si on remonte le temps, on s'aperçoit que cette question qu'on pourrait donner de l'historicité, c'est-à-dire une conscience historique, une conscience d'appartenir à cette histoire et de la faire, là non plus sans vouloir établir des modèles, mais en se disant, voilà, on fait partie d'une chaîne de solidarité, ça a été une préoccupation de longue date. Par exemple, je citerai le cas d'Hélène Brion, qui était une figure féministe incroyable, syndicaliste, révolutionnaire, une institutrice, qui a été révoquée pendant la Première Guerre mondiale. Elle était internationaliste révolutionnaire. Elle était contre l'Union sacrée, elle était contre la guerre, elle était pacifiste, mais pacifiste révolutionnaire. Et donc, elle était traquée. Pour parler d'archives, je me suis plongée dans les immenses cartons d'archives qui sont aux archives nationales, de la Sûreté nationale. Donc, en fait, l'équivalent des renseignements généraux, les préfets de police, le ministère de l'Intérieur, qui la traquent, qui traquent toute sa correspondance pour finir par l'interpeller, l'arrêter. Et elle a été finalement condamnée à 2 ans de prison avec sursis pour son pacifisme qui était considéré comme du défaitisme. C'est d'ailleurs, pour parler encore une fois de la question et de la matérialité et des impressions fortes que nous font les archives, voilà, j'étais vraiment je me suis sentie presque dans une forme de voyeurisme. Alors, ça peut arriver quand on travaille sur l'archive. En tout cas, j'avais le sentiment d'une mise en abîme. Vous voyez, c'est un peu comme un système de poupées gigognes, de poupées russes. En fait, moi, j'étais en train de lire ces archives qui avaient été lues par le ministre de l'Intérieur, qui avaient été lues par le préfet de police, qui avaient été constituées et lues par les services de la sûreté, donc les RG, et la correspondance d'Hélène Brion. Et ces réunions, les réunions auxquelles elle participait, qui étaient évidemment des réunions clandestines,
Et c'était dingue parce que ce soit des réunions de 30 personnes, 50 personnes ou 7 personnes, il y avait quand même un rapport de police détaillé, exhaustif, qui avait dit quoi exactement. Ça veut dire que systématiquement, il y avait au moins une taupe de la Sûreté nationale pour espionner ces militantes et militants, en l'occurrence militantes féministes révolutionnaires. Et donc je vous parle aussi d'Hélène Brion parce que elle, son obsession, c'était aussi de faire cette histoire. Par exemple, il y a un moment de très belles lettres où elle dit « Mais quand je serai sortie de tout ça, de l'horreur de la guerre et de l'horreur qu'a été de surcroît pour elle, comme beaucoup de militantes qui avaient cette position extrêmement minoritaire, même parmi les féministes et même parmi les féministes socialistes, parce qu'elle elle était socialiste, elle appartenait à la SFIO, donc socialiste, mais elle était dénigrée, piétinée, méprisée vraiment par ses compagnes de lutte féministe, celles d'avant-guerre, parce qu'elles s'étaient ralliées à l'Union sacrée. Donc elles trouvaient que c'était vraiment une trahison totale que d'être sur une position internationaliste et révolutionnaire. Donc c'était vraiment difficile. Et elle se disait, à un moment, elle écrit quelque chose de très beau sur le fait qu'elle aspire juste à être peut-être ici, là, dans cette guinguette, en tout cas dans la nature avec un livre et pouvoir s'allonger dans un champ et juste se poser et se reposer. Mais en fait, elle ne s'est jamais reposée parce que tout de suite après sa condamnation, elle s'est mise à faire de l'histoire des femmes et à constituer une encyclopédie des féministes. Et donc je me suis aperçue que, y compris par rapport à ce moment, vous voyez, 1970 a été une date clé pour l'histoire des féministes françaises. C'était la création du MLF, du mouvement de libération des femmes, qui était un mouvement assez hétérogène, voilà, avec beaucoup de groupes autonomes. Mais leur premier numéro de journal, c'était vraiment 1970, année zéro pour le féminisme. Et elles-mêmes, elles se sont mises à creuser cette histoire et à découvrir des figures féministes d'autrefois. Et notamment des figures aussi de femmes en lutte, en grève, etc. Mais il n'y a jamais de table rase. Parce que, en fait, cette histoire, elle avait déjà été constituée. Je vous parlais des femmes de la Commune. Elles ont été trop longtemps complètement négligées, alors qu'elles ont été incroyables, les femmes sous la Commune, parce qu'elles ne revendiquaient pas spécialement le droit de vote. Ce n'était pas ça qui les intéressait le plus. Parce que pour elles, un peu comme ce que je disais sur la Révolution française, le droit de vote, c'était assez secondaire. Ce qui comptait pour elles, c'était d'être légitime à s'engager politiquement. Et politiquement, ça voulait dire être dans les assemblées, être dans les comités, être dans les coopératives, les mutuelles, les chambres syndicales, etc. Et pour une émancipation, notamment une émancipation du travail, une émancipation de la culture, du rapport à l'éducation, etc. Et ces femmes de la Commune, pour beaucoup, elles se référaient elles-mêmes aux femmes révolutionnaires de 1789-1794. Et par exemple, une de ces femmes, on va dire Pauline Léon, par exemple, que j'ai pu retrouver aussi dans les archives, qui à un moment fait de la prison et qui signe « Voilà, je suis une femme libre, même en prison, je suis une femme libre ». Voilà. Donc il y a, c'est vrai, cette chaîne et donc cette histoire qui est constituée par les protagonistes elles-mêmes. Ça, c'est frappant. Donc on n'est jamais dans la table rase. Et voilà. Moi, ce qui m'a intéressé dans le livre, c'est vraiment à la fois de réfléchir à la manière dont elles ont tracé justement cette chaîne, d'une part. D'autre part, faire surgir des figures complètement oubliées. Et donc, je vous donne un dernier exemple là, pour cette intervention, parce que vraiment, ça me tient à cœur. On pourrait en citer beaucoup. Hein. En fait, on pourrait en citer des centaines, justement. C'est les étoiles dont parle Michel Perrault. Mais Émilienne Mopsy, une ouvrière des filatures du Pas-de-Calais, qui participe à la grève des mineurs en pleine occupation en mai 1941. Répression terrible des arrestations par l'armée d'occupation allemande. Elle parvient à s'échapper. Et dans les archives de la Feldkommandantur, donc en fait les archives des services de police d'occupation nazie, c'était vraiment d'horrible, un dispositif horrible de persécution. Elle rentre, Émilienne Mopsy, dans un réseau de résistance. Et en 1943, en juin 1943, elle est arrêtée. Elle est dénoncée, elle est arrêtée par les services de la Gestapo en France. Et donc, je retrouve dans les archives, par exemple, sa photo d'identité. Et c'est quoi ? C'est en plein d'exemplaires, parce que c'est ça qui va être diffusé pour pouvoir la retrouver. Et de fait, elle va être retrouvée et déportée immédiatement en Allemagne en juin 1943. Et elle va être décapitée à la hache à Cologne.
Et voilà, et on dit d'ailleurs qu'elle a chanté l'Internationale juste avant de mourir, quoi, dans un dernier symbole d'internationalisme et aussi de féminisme qui lui tenait à cœur. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi des milliers en fait qu'on pourrait citer, mais pour vous dire voilà aussi en quoi c'était important, parce que sans l'archive, sans par exemple cette trouvaille comme ça, en l'occurrence à Lille, hein, aux archives départementales de Lille, Emilienne Mopti, elle n'existe pas. Elle n'a laissé de traces que celle-là, qu'un dossier de la Feldkommandant Tour qui se retrouve dans les archives du préfet du Nord, qui était complètement collaborationniste, qui collaborait avec les nazis. Et puis la troisième perspective, comme je disais un peu tout à l'heure, c'est faire ça parce que ça nous donne de la force, parce qu'elles ont lutté dans des conditions qui étaient parfois d'hostilité maximale. Et donc, ça nous aide, je pense, à pas baisser les yeux, pas baisser les bras, voilà, pas perdre courage, même quand parfois la situation est désespérée. Merci beaucoup pour ce partage et aussi pour ce focus du coup que tu fais sur les types d'archives auxquelles tu es confronté dans ta recherche. Et ça fait un lien avec la question que je voulais te poser, Flavie, qui, tu le disais tout à l'heure en te présentant, était, on va dire, majoritairement confrontée à de l'archive numérique plutôt. Et je voulais justement te poser la question de savoir quels étaient les enjeux justement autour de l'archive numérique et enfin oui, voilà, les enjeux de l'archive numérique, ce que tu peux rencontrer dans ta recherche et comme tu le disais aussi peut-être aller plus loin dans ce que tu nous racontais de ce qui pouvait se passer en termes d'international réactionnaire comme tu avais pu m'en parler sur le web. Alors justement, quand on parle de rapport entre archives et numérique, on peut d'abord distinguer deux choses parce que il y a plein d'associations logiques qui nous viennent, où on se dit avec Internet c'est plus facile de conserver, etc. Probablement pas du tout, en fait. Donc il y a deux choses à distinguer, je pense. C'est d'abord la numérisation des archives, parce que dans les faits, ça facilite beaucoup notre travail. Je pense que ça facilite aussi beaucoup celui de Ludivine. Et ça, c'est des choses que tout un chacun fait au quotidien, hein. Scanner sa carte d'identité pour l'envoyer à une administration, c'est concrètement faire de l'archivage en quelque sorte. Et il y a autre chose. Il y a les archives proprement natives du numérique, donc ce qui n'est pas du papier très concrètement qu'on va retrouver dans une caisse poussiéreuse aux archives ou dans son grenier. Mais ce qui se passe sur Internet aujourd'hui, ça doit être archivé d'une certaine manière parce que ça fait partie de ce qu'on crée, ça nous permet de comprendre le passé, le présent, le futur. Et donc se posent des questions de préservation propres au numérique. D'abord des questions de conservation et qui rejoignent par exemple des questions simplement écologiques par exemple. Un data center, ça prend énormément d'énergie, ça prend énormément d'eau aussi, c'est comme une mini centrale nucléaire hein, pour refroidir tout ça. La question des supports aussi. Si dans 25 ans on retrouve une clé USB où vous avez toute la vie de votre famille, elle sera peut-être plus utilisable aujourd'hui parce que déjà un lecteur USB c'est en train de disparaître au profit de l'USB-C par exemple dans le détail. Donc se posent ces questions-là. Mais même aujourd'hui, si on retrouve une vieille disquette, je ne suis pas sûre que tout le monde ait chez soi de quoi lire une disquette. Donc se posent ces questions-là. Des questions des matériaux aussi. Les disquettes sont peut-être même plus lisibles, en fait, du fait de l'état dans lequel ils ont été conservés, avec l'humidité, les matériaux, tout ça. Donc se posent ces questions de conservation-là. Et puis se posent des enjeux de patrimonialisation aussi. Et là où c'est le volet un peu positif et qui, moi, me fait très plaisir quand je fais de la recherche, c'est que des fois, des informations sont là où on ne les attend pas. Parce que souvent, on pense archives, on pense à des choses très institutionnelles. Justement, on va se rendre aux archives municipales, on va se rendre à la BNF, par exemple, qui a énormément d'archives et le dépôt légal des livres, des jeux, des films, etc. Mais ça peut aussi être des pratiques amatrices, des pratiques de gens entre eux, des groupes, où des groupes de passionnés vont se retrouver pour parler de la collection qui sont faites sur des années. Et en fait, là-dedans, on va trouver des choses qui sont perdues ailleurs, en fait. Et c'est souvent comme ça que je me suis retrouvée à trouver justement les faux premiers jeux de personnes qui discutent sur des forums, par exemple, tout simplement, qui discutent de leur passion sur des forums et qui disent moi j'ai retrouvé tel jeu, là ça a l'air d'être de, je sais pas, 1967, et nous on avait des traces jusqu'à 1973 par exemple. Donc là on vient de faire une découverte incroyable juste parce qu'il y a quelqu'un qui a partagé ça sur un forum. Et c'est comme ça que se montent des collectifs, des sites internet qui servent en fait très concrètement de préservation, de patrimonialisation, voilà, d'assemblage d'archives concrètement aujourd'hui, mais se pose la question, demain, si le site disparaît,
les contenus disparaissent avec. Donc vous avez par exemple une initiative de la BNF, de la Bibliothèque nationale de France, pour archiver Internet. Et on en avait entendu parler récemment parce qu'ils avaient lancé justement tout l'archivage de MySpace, ou de ce genre de blog voilà, qui fonctionnait quand certains d'entre nous étaient adolescents, pas d'autres. mais c'est important aussi, ne serait-ce que par exemple pour comprendre les sociabilités adolescentes dans les années 2000, on ne peut pas faire sans MySpace, sans MSN, sans les débuts de Facebook, etc. Et tout comme on ne peut pas comprendre les réseaux réactionnaires, et notamment internationaux aujourd'hui, si on ne va pas faire un tour sur Twitter, ou X aujourd'hui, ou sur d'autres forums, par exemple, de passionnés qui vont un petit peu se retrouver sur des choses moins passionnées et plus politiques. Et on en avait parlé avec Antoine et Marie sur le lien très concrètement avec le jeu vidéo. On s'est rendu compte à partir du milieu des années 2010 que des groupes se sont structurés dans des discussions sur des forums de jeux vidéo, par exemple, où à la base ils parlaient très concrètement de leurs pratiques de manière tout à fait banale. Et il y a eu un glissement qui a notamment permis à des soutiens de Donald Trump, passé, présent et probablement futur, de s'organiser en réalité et de mener des campagnes de cyberharcèlement et d'agression physique aussi dans le réel, enfin dans le physique je veux dire, de ce côté-là de l'Atlantique. Et du côté d'une autre, il y a un certain Jordan du 93 qui a aussi fait ses armes sur des forums de discussion de jeux vidéo, Jordan Bardella hein, pour le citer. Donc voilà, on a tous ces réseaux-là qui peuvent s'organiser, qui peuvent être dans des endroits où on ne les soupçonne pas. Et si demain les forums en question ferment, on ne pourra pas étudier comment ces nébuleuses-là se sont formées. Donc il y a toutes ces questions-là qui se posent aussi. Et pour parler très concrètement de ce qui se passe aujourd'hui, là, ça date de cette semaine, il y a une initiative qui a été portée par un collectif qui s'appelle le collectif Shout, qui est un collectif ouvertement réactionnaire, qui a sommé par l'intermédiaire des prestataires de services de paiement, donc Mastercard, Visa, PayPal, à faire retirer tous les jeux étiquetés contenus pour adultes, en gros, des plateformes de distribution dématérialisées en ligne, qui est la solution numéro 1 pour avoir un jeu vidéo aujourd'hui, c'est quasiment que du dématérialisé. Et donc on se retrouve avec ces contenus-là qui disparaissent déjà de 1, donc leurs créateurs qui voient leur moyen de vivre en fait qui disparaît très concrètement. Mais aussi, on se rend compte que ces jeux qui ont été supprimés, soi-disant pour protéger des mineurs qui tomberaient dessus, etc., parce que c'est de la pornographie, déjà, on peut poser la question de la régulation de tout ça, mais aussi on s'est rendu compte que 90% de ces jeux-là n'étaient pas pornographiques, mais en fait étaient des romances LGBTQIA+, par exemple. Et donc on se sert de prétextes qui paraissent vraiment logiques à toutes et à tous, on va essayer de chercher dans l'émotion aussi, pour faire supprimer des contenus et qui aujourd'hui nous sont complètement inaccessibles. Et donc se posent justement ces questions de conservation, de patrimonialisation, où tout un chacun peut avoir un rôle. Ne serait-ce que des choses, des sites, des discussions que vous pouvez voir sur les réseaux, charge à tout un chacun aussi d'en faire des captures d'écran, de les conserver, ça peut servir aussi. Il ne faut pas remplir tous nos ordis de ça, mais très concrètement, tout le monde peut aussi avoir une part là-dedans. Si vous avez une passion de l'archiver, ça peut servir aussi à des chercheurs sur certains sujets par la suite. Merci beaucoup Flavie. Et du coup, maintenant que Ludivine et Flavie ont parlé de justement leur rapport à l'archive dans vos recherches, je voulais te poser la question à toi Marie, puisque du coup on a mené ce projet des archivés ensemble, et du coup on a beaucoup parlé de l'importance que ça a pour nous, de replacer l'histoire des luttes aussi dans ce qu'on fait au planning. Et du coup, voilà, je voulais te reposer la question pour que tu puisses la partager à tout le monde, cette réponse. Quelle place elle a l'archive, quelle place elle a l'histoire des luttes pour toi en tant que militante salariée du planning? La question, lorsqu'on l'avait évoquée, nous faisait penser à toute la question de l'intime et du politique qu'on a déjà abordé là. Et pour nous, on la voyait à plusieurs endroits. Et c'est pour ça aussi qu'on évoquait que ce travail des archivés se fait en ruralité et qu'il y a des spécificités de la ruralité que je ne vais pas là développer, mais notamment lorsqu'on accompagne des personnes sur un parcours IVG ou de contraception ou de violence ou autre. Il y a des problématiques en termes de mobilité, mais on a beaucoup entendu, et je l'ai déjà entendu moi ayant grandi à la campagne, de ce qui se passe derrière les fenêtres reste
derrière les fenêtres et on ne doit pas s'en occuper, c'est l'ordre du privé. Alors que l'intime est de fait collectif et que le privé en fait est un enjeu de société. Et ça me fait rebondir sur la question de l'archive qu'on vient d'évoquer là. Les archives qu'on a pu retrouver, peu, mais les archives qu'on a retrouvées, hors bien sûr archives départementales, etc., sont détenues par effectivement des personnes individuelles. Et du coup, ces archives sont possédées dans l'intime. Et ça me faisait aussi penser à un autre sujet. Souvent, des partenaires, dans le cadre du planning, nous dit non, mais on aimerait bien avoir des témoignages de bénéficiaires de nos services. Alors, on l'entend bien évidemment, mais en fait, c'est comme si d'un coup, on voudrait rendre collectif ou sujet de société une intimité en particulier. Donc là, on se dit d'accord, mais en fait, ces intimités sont de l'ordre de la souffrance et de la violence. Et du coup, à quel moment, nous, planning, on se sert, en tout cas, on s'inspire ou on fait voir, en fait, on donne à voir l'enjeu de ce pourquoi le planning existe et ce pourquoi nos actions ont du sens dans cette idée de rendre l'intime collectif et enjeu de société. Et ça me faisait aussi penser aux besoins de sororité et parfois dans la non-mixité. Nos intimes étant politiques, on a besoin de partager ces intimités, parfois en non-mixité choisie, qu'importe la non-mixité, pour ensuite revenir en collectif et recréer de l'échange et comme on disait tout à l'heure, une idée en tout cas une volonté de transformation sociale. Et aussi quelque chose me faisait écho par rapport à nos quotidiens au planning, se réapproprier l'histoire, et finalement c'est comme ça qu'on a pensé cette table ronde, se réapproprier l'histoire, notre propre histoire, qui sont en fait de l'ordre de nos intimités, qui parfois posent la question dans nos militantismes, en tout cas dans les métiers qu'on a quand on est salarié. Se réapproprier cette histoire-là, c'est aussi s'en saisir, éviter qu'on nous la vole, quoi, qu'elle soit réappropriée, et d'assurer une transmission, et ne serait-ce qu'avec les militants, militantes qui sont très nombreux et très nombreuses au planning familial, de pouvoir l'échanger. Je fais encore une fois du lien avec connaître l'histoire et la sociologie, s'en inspirer, c'est hyper important. Et je conclus en disant qu'effectivement, avoir conscience de faire partie de l'histoire, c'est aussi la poursuivre et peut-être un jour s'en sortir. Voilà. Merci beaucoup Marie. J'avais envie de poser une dernière question à vous trois pour peut-être finir sur une note d'autant plus engageante. Et vous y avez déjà du coup répondu, peut-être partiellement, mais du coup en quoi l'archive en fait elle pourrait constituer comme, sans la fétichiser non plus comme tu le disais Ludivine, mais une forme de pouvoir, voire de contre-pouvoir. Voilà, j'avais envie de terminer en posant cette question un petit peu philosophique. Voilà. Non, mais je peux citer l'exemple parce que finalement, on a assez peu parlé, essentiellement par ma faute d'ailleurs, parce que j'ai parlé pas parlé beaucoup des années 70, 80, enfin voilà, même les années 60, quoi, le grand moment pour le féminisme et notamment le planning. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler avec certaines d'entre vous qui l'ont vécu directement et à qui, comme je le disais, on doit beaucoup. Parce que moi, j'ai beaucoup parlé du 18e ou 19e siècle ou du début du 20e. Mais donc, du coup, je peux peut-être citer des exemples d'affiches du MLAC, par exemple, c'est-à-dire du mouvement de libération de l'avortement et de la contraception, donc un mouvement incroyable, là aussi. Moi, je me sens vraiment en dette par rapport à toute cette histoire, mais c'est pas une dette fardeau, c'est pas une dette qu'il s'agirait de rembourser, quoi. Sinon, par justement ce que vous disiez les unes et les autres sur la ténacité de nos luttes, mais c'est vraiment être, si ce n'est à la hauteur, mais de ce qui s'est joué à partir de ce moment-là, quand justement, ces luttes, elles étaient censées rester clandestines. Le MLAC a pratiqué par l'auto-organisation des avortements clandestins et qui cherchaient justement à sortir de la clandestinité, se réapproprier vraiment son corps et la maîtrise de son corps, essayer de s'émanciper de la tutelle médicale et de la masculinité parfois qui y était associée. Donc c'était un mouvement extraordinaire et donc y compris
compris après l'adoption de la loi Veil, hein, début 1975, parce qu'en fait, cette loi, ça, on le sait peu, et on fétichise aussi beaucoup Simone Veil, et bien sûr, on lui doit beaucoup par son courage, mais ce qui me gêne toujours un petit peu dans cette histoire, c'est que la figure de Simone Veil efface toutes les autres qui se sont tellement et tellement, tellement battues, avec finalement un courage au moins aussi grand, sinon supérieur, parce que elles, dans des conditions vraiment de détresse, de désarroi, vraiment, elles ont réussi à s'auto-organiser et à braver justement la loi. Et elle disait d'ailleurs, notre bon droit prime la loi. Et elles articulaient toujours la question de la légitimité et de la légalité. Elles estimaient que même quand c'est pas légal, ça peut être légitime. Et s'il n'y a pas cette volonté de poser la légitimité, y compris contre la légalité, en fait, on serait vraiment pas là pour en parler. Si on avait dû toujours respecter la loi, tout était illégal. Hein. À commencer par, je sais pas, la prise de la Bastille, par exemple, ça l'était parfaitement. Donc, ce qui me frappe aussi beaucoup dans par exemple, les affiches de cette période, qu'il s'agisse du MLAC, qu'il s'agisse du MLF, et aussi dans une certaine mesure du planning, avec quelques nuances, parce qu'il pouvait y avoir aussi des désaccords sur les pratiques, mais c'est la question de l'auto-organisation. Vraiment, c'était très fort. Constituer des comités de quartier, des comités de contrôle ensuite de l'application de la loi. Parce que comme je disais, le MLAC notamment a dû poursuivre sa pratique, on va dire autogérée, après l'adoption de la loi, parce que la loi avait des limites qui étaient très bien posées par les femmes en lutte de cette époque, sur la question des mineurs, sur la question des femmes étrangères, sur la question du fait que l'avortement était payant, que l'avortement était pratiqué dans des cliniques où il y avait très peu de place, et il y avait beaucoup de médecins qui refusaient de les pratiquer. Et donc, elles ont poursuivi leur activité, et elles avaient vraiment ce souci de l'auto. Et je pense que ça, c'est vraiment un préfixe qui nous est toujours très cher. C'est, voilà, on n'attend pas que d'autres le fassent pour nous. Donc l'émancipation, elle passe par l'auto-organisation, elle passe par la base et l'articulation des échelles entre le local, le plus proche de nous. On parlait beaucoup d'intimité en tant qu'elle est politique, ce qui est proche, et ce qui permet de mener aussi des combats de solidarité aussi internationalistes. Au même moment, par exemple, il y avait le soutien à la révolution au Portugal, le soutien aux femmes et féministes espagnoles dans la queue de comète du franquisme. Voilà. Et donc cette articulation des échelles, elle est vraiment permise par cette idée d'auto-organisation. Et ça, je pense que c'est un axe stratégique qu'elles ont beaucoup, beaucoup mobilisé, ces féministes de toute cette histoire, et qu'on doit garder bien, bien au chaud, bien précieusement pour nous, comme un axe de détermination de nos luttes et de nos actions, parce que ça permet de ne pas se laisser déposséder, jamais. Et donc, elle, au MLAC notamment, et dans tous ces groupes, il y avait cette idée que non, on ne s'en remettait pas au gouvernement, à Simone Veil ou à l'État, et qu'on voulait rester vraiment en pleine maîtrise de nos corps, de nos libertés et de nos droits. Et ça me paraît vraiment toujours très essentiel aujourd'hui. Oui, puis tout simplement, pour utiliser une expression qu'on utilise souvent, savoir c'est pouvoir aussi. Donc, encore une fois, même si on ne connaît pas forcément l'histoire, si on en vient à la connaître, à savoir ce qui s'est passé, on peut avoir les moyens alors, soit de ne pas reproduire des erreurs du passé, mais bon, ça, visiblement, on n'est pas parti pour ça, mais aussi de voir ce qui a pu fonctionner et qu'on a potentiellement oublié dans la mémoire collective, et de pouvoir retrouver des moyens d'action de cette manière. Et puis aussi, archiver, c'est aussi être archivé, et c'est donner l'occasion de ne pas être effacé par l'histoire. Et c'est comme ça qu'on passe notre vie en ce moment à redécouvrir qu'en fait, il y a toujours eu des homosexuels, il y a toujours eu des trans, etc. Bon, c'est évidemment logique, mais en attendant, il nous faut du concret, il nous faut de la matière pour ça. Et puis, ne serait-ce qu'aujourd'hui, on peut penser aussi potentiellement aux générations futures, alors avec l'archivisation d'Internet, tout ce que j'ai pu dire avant, mais voilà, pour ceux qui vont venir après, ça vaut le coup aussi que nous, on garde des choses dans nos cartons, pour nos cousines, nos enfants, si on en a, voilà, pour les personnes qui viendront après nous, pour leur donner de la matière, leur montrer qu'on peut s'inscrire dans une histoire familiale. Et je dis ça parce que ça me parle beaucoup, justement, je l'ai dit tout à l'heure, je suis en train de découvrir les histoires familiales, et ça me conforte dans ce que je suis en train de faire aujourd'hui, de savoir qu'il y a des personnes dans ma famille qui m'ont précédée, qui ont pu mener certains combats,
ça donne du baume au cœur et ça montre que de tout temps, on a pu le faire et on pourra peut-être le faire, en tout cas on espère. Mais l'important, je pense, c'est de se dire que tout le monde peut participer à l'archive, qu'il n'y a pas une archive qui vaut plus qu'une autre en soi, et que c'est important de conserver, même si ça prend de la place dans nos greniers, dans nos maisons. Il ne faut pas tout jeter. Faut vraiment prendre conscience de ça. Il y a des choses qui peuvent nous paraître complètement anodines et qui vont, pour un regard d'historien ou d'historienne, vont peut-être réveiller des choses incroyables. Je vais parler au nom du collectif LGBTQIA+ Creuse. Le thème de la Pride cette année a été tourné autour de rêver, c'est lutter, imaginons nos avenirs ou nos endroits, nos lieux queer et collectifs. Et on était vraiment dans la discussion partie de cette idée-là, de se dire oui, en termes de notion de pouvoir et contre-pouvoir, on est dans l'urgence à la réaction. Il faut assurer un contre-pouvoir par rapport à tout ce qui nous arrive et qui est pas très réjouissant, mais aussi de pouvoir se dire en fait on est aussi dans le pouvoir et on est aussi le pouvoir dans ce qu'on fait, dans notre empouvoirment et dans nos émancipations, et du coup de pouvoir assumer ou affirmer, et c'est pas facile, mais de se dire que ce qu'on fait déjà et dans ce qu'on imagine déjà et dans ce qu'on est déjà, c'est une forme de pouvoir. C'est pas facile, ça passe par tout un cheminement de nous qu'on utilise, en tout cas dont on fait appel au planning familial, de nommer, conscientiser, transformer. On a vraiment ces parcours en interne dans les collectifs féministes LGBTQIA+, aussi au planning évidemment, de pouvoir apprendre, comprendre, s'émanciper pour ensuite se dire oui, ok, nous faisons partie aussi d'une forme de pouvoir, ou peut-être même du pouvoir. Ça m'a fait penser à ça. Eh ben merci beaucoup, c'était là-dessus, en tout cas sur cette dernière question, que je voulais clore cette table ronde. Avant de lancer un moment de discussion avec toutes les personnes ici présentes, si certains et certaines ont envie de prendre la parole, je vous avais proposé de nous présenter une archive, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit issue de vos recherches, votre travail, histoire de remettre aussi un peu de, comme tu disais Marie, d'intime finalement dans tout ça. Voilà. Donc je sais pas si tu veux commencer d'ailleurs, peut-être. Allez. Mais sans se le dire, Flavie, on a peut-être quelque chose en commun. J'ai sur ma table de chevet, donc pour le coup, oui, effectivement, c'est très intime, une photo que vous voyez peut-être par ici, dans laquelle se trouve mon arrière-grand-mère paternelle. Et alors, il y a aussi cette question de comment lire les archives, et quand on n'a qu'une photo, comment s'en saisir, et est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu d'interprétation personnelle? En tout cas, j'y mets de l'interprétation personnelle, voilà, je le dis. Sont des personnes, donc j'imagine dans les années début 1900, avec le point levé. Pas du tout. Bon, dites-moi. Un peu plus tard, on me dit. Voilà, il faut. En fait, je m'étais pas posé la question avant que tu nous demandes de ramener la photo. Je vais travailler là-dessus. Mais en tout cas, mon arrière-grand-mère est avec plusieurs personnes avec le point levé. Et je ne suis pas issue d'une famille militante. Je suis issue d'une famille plutôt d'extrême droite. Et je découvre, tout comme tu le disais, dans les cartons et donc sur cette table de chevet, que peut-être mon arrière-grand-mère était militante, et du coup ça me fait beaucoup d'émotion de me dire que à mon endroit, en toute humilité, de ma façon, je poursuis peut-être. Et tout à l'heure tu disais, tu parlais des femmes et de ces femmes qui ont existé. Moi j'appelle ça le congrès des femmes, et souvent au planning familial, quand on a l'impression d'avoir réussi quelque chose, qui arrive parfois, on se dit le congrès des femmes et des féministes, elles sont là et elles nous soutiennent et elles seraient trop contentes. Bon, on en fait ce qu'on veut. En tout cas, mon arrière-grand-mère en fait peut-être partie. Voilà. Moi, j'ai exactement la même histoire, en fait, du coup, parce que, alors, ma famille n'est pas du tout d'extrême droite, j'ai cette chance-là, mais en tout cas, j'ai pas, enfin, du côté de mon père, du coup, la famille n'est pas du tout politisée dans le sens où on l'entend, ni militante, etc., et serait plutôt libérale, voilà. Et en fait, il y a cette arrière-grand-mère paternelle qui a noté toutes les dates sur ses photos, les contextes, les gens qui apparaissent, donc c'est vraiment, enfin, c'est un bonheur à revoir. Donc là, une photo de 1945 de Marie-Louise, mon arrière-grand-mère.
qui était sur un balcon à Paris, je crois, et qui en fait, alors j'ai pas pris une seule archive en soi parce qu'il y a tellement de trucs, mais c'était plus pour l'histoire qu'autre chose. Mon arrière-grand-mère qui donc était encartée à la CGT en 1956, qui était infirmière à l'Hôtel Dieu à Paris, et qui en fait, je crois, s'est complètement éprise alors, de la lutte politique, je sais pas, j'ai l'impression que c'était un peu de la lutte de dîner et de discussion, mais bon, il n'empêche que ça existe. Et j'ai retrouvé, alors j'ai pas eu le temps de la déchiffrer, une lettre qu'elle a écrite à son copain pendant qu'elle était dans le train pour aller à Moscou. Parce que du coup, voilà, grande militante communiste, ou en tout cas dans l'âme. Et donc elle raconte le trajet, elle raconte les rencontres qu'elle a faites, et notamment des rencontres, elle parle, je crois qu'elle a rencontré une femme turque, et elle raconte dedans que elle a rencontré cette femme avec qui elle pensait avoir rien en commun, et à quel point ça a été enrichissant, etc. Et le dernier truc que j'ai trouvé, c'est un bouquin de self-défense pour femmes des années 60, donc qui termine de compléter le personnage, donc que je découvre avec vraiment beaucoup de bonheur, et puis voilà, qui résonne un peu dans l'histoire familiale, même si du côté maternel, il y a aussi certaines figures assez incroyables, comme celle de ma maman qui est là, voilà, donc je le dis. Merci beaucoup, Antoine. Moi, je pense que ça, c'est vraiment une photo du Front populaire. C'est typique. Ouais, je crois vraiment que c'est 36, 37 peut-être. Octobre 36. Non, je sais pas. Mais ouais, je pense que c'est vraiment typique. Le point levé, ça date vraiment de cette époque-là. Et puis les tenues, tout ça, ça paraît. Ouais. Et donc une perspective aussi antifasciste, parce que le point levé a été inventé pour contrer le salut fasciste. Donc ça peut, je pense que ça peut pas être vraiment avant. Non, je t'en prie. Donc moi j'ai pas rapporté, je la garde là bien précieusement. J'avais pas rapporté d'archives familiales. Je pourrais déposer ça. Puis il y a des livres là-bas, donc il y a plein de documents d'archives. C'est des archives qu'on peut trouver, comme on le disait, grâce à Antoine, dans des endroits extrêmement divers, des archives de police, des archives, par exemple des conseils de guerre pendant la Commune. Exemple ici, c'est une condamnation à mort d'une femme de la Commune que, par ailleurs, cette femme, Léontine Suétens, qui était lingère, on pouvait la retrouver au-dessus dans une autre archive où elle dit « Je suis communeuse, moi ». Et vraiment, elle revendique le fait d'être une femme de la Commune et de lutter pour le bien commun, pour une sorte de partage des communs. Il y a aussi ici un document où en fait, pendant la Commune de Paris, donc en 1871, ces femmes, elles s'organisent par métier. Elles veulent plus de patrons. Elles veulent, c'est pas un mot qui existe à l'époque, mais elles veulent être en quelque sorte en autogestion. Et donc là, il y a les culottières. Donc c'est le travail des femmes organisé d'une manière complètement autonome et indépendante. Donc vous pourrez regarder, mais je sais pas, il y en aurait plein que j'aurais envie de citer. Là, par exemple, c'est la fameuse Émilienne Mopti dont je vous parlais tout à l'heure avec sa photographie d'identité, mais ça, c'est des archives de répression, hein, comme je le disais. En revanche, il y en a une à laquelle je suis très sensible, c'est pas à proprement parler une archive matériel, pardon, je déposerai sur la table si vous voulez jeter un œil, mais ici en haut à droite, en fait, c'est une céramique qui a été réalisée par des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale, et on les voit, ces femmes, elles sont face à des fusils, face à des baïonnettes notamment, de l'armée allemande qui avait annexé d'ailleurs le Nord et le Pas-de-Calais, et ce sont ces femmes qui ont participé à la grève des mineurs. Vous imaginez, une grève à ce moment-là, c'était extrêmement dangereux, et elles sont, voilà, et on parlait du corps tout à l'heure, tu as parlé d'emblée, Antoine, de l'incarnation du corps, et voilà, leur corps sont exposés à ces fusils. Et peut-être la dernière que je pourrais citer, c'est une petite affichette, donc c'est très modeste hein, comme archive, on la trouve ici dans le fond d'une militante
LGBT Catherine Gonard aux archives de la bibliothèque Marguerite Durand. Marguerite Durand était une pionnière du féminisme et justement, puisqu'on a beaucoup parlé d'archives et de préservation, de conservation de ces trésors, elle a eu le souci de créer une bibliothèque féministe et d'ailleurs symboliquement elle est morte dans les travées, enfin elle est morte voilà pas de manière, c'est toujours tragique la mort, mais voilà, juste elle est décédée dans les travées de sa bibliothèque. Et donc aux archives de la bibliothèque Marguerite Durand, on trouve cette petite affichette contre le viol, et je vous la lis peut-être. Complice pour cause de lâcheté. C'est des petites affichettes collées sur les murs comme ça dans un quartier. Vous êtes complice toutes les fois que vous dites « je n'ai pas vu, pas entendu », alors que ça s'est passé sous vos fenêtres, dans votre immeuble, dans votre rue, alors que la femme a crié. Vous n'avez rien fait. Vous avez fait de votre rue la rue de la peur, la rue de votre peur, la rue de votre lâcheté. Vous êtes dans les immeubles de la peur, de la lâcheté. Vous êtes laid à faire peur. Voilà. Et donc, voilà, ça fait partie de tout ce qui pouvait, comme on l'a beaucoup dit, c'est à l'échelle locale, organiser justement de l'autodéfense. Donc, ça fait un lien aussi avec ton livre incroyable, ce que tu as retrouvé pour cette période, pour dire que voilà, ces questions d'autodéfense, ça fait longtemps qu'elles sont posées.